Mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mardi 20 juin, nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui autour de Frédéric Fougera. Bonjour, président de Tancan Paris, c'est une agence de communication. Vous êtes également cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Voilà, pour tous les étudiants qui en ce moment réfléchissent. On est le mardi 21 juin, je suis idiote, moi c'est la fête de la musique. Oui. On est le mercredi en plus. Moi, je lis bêtement ce qui est écrit sur ma feuille. On est le mercredi 21 juin et c'est la fête de la musique évidemment. Alors donc voilà, je disais que oui, que votre livre La com est un métier très utile pour les étudiants qui se dirigent vers des études de communication et pour les DIRCOM aussi. Pour les étudiants effectivement, ça peut leur donner une bonne idée de ce qu'est le métier avant de s'engager dans cette voie. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous avez affûté votre instrument pour ce soir? Je vous vois bien. Alors, il n'est pas prévu que je sorte de ma grotte provençale, mais bon, je vais peut-être aller faire un tour au village quand même. Oui, vous allez faire un tour. Je vous vois bien jouer du flutio. Oh oui. Non, c'est un des regrets de ma vie de ne pas être musicien. Ça, je regrette beaucoup. Oh là, Jérôme Dubus est très en forme. Il vous parle de Pipo, membre du pôle ID chez Horizon. Voilà. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé à Bordeaux avec la question de la psychiatrie qui se pose et également la question de l'insécurité, les soulèvements de la terre également, ce mouvement va être dissous ce matin certainement en Conseil des ministres, et puis le nouveau plan de sobriété pour l'été. Tout le monde doit faire des efforts. Tous ces sujets avec vous et puis vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Frédéric Fougera. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur, oui. Mais moi j'aime bien les coups de cœur, Valérie, vous le savez. Oui, je sais. Ou alors je fais un triple coup de gueule, ou alors je fais un double coup de cœur comme ce matin. C'est la com positive. J'essaie, la com positive, ou en tout cas la positive attitude, quoi qu'il en coûte. Double coup de cœur, donc ce matin, Valérie. Un coup de cœur, d'abord un coup de cœur pour les organisateurs du French Riviera Open de tennis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ça vient de se tenir à Biot dans les Alpes-Maritimes. Alors c'est un peu parallèle à Roland-Garros. C'est un des tournois tennis fauteuil les plus réputés du monde. C'est pas rien quand même. Alors évidemment, c'est du tennis fauteuil, donc on en parle un peu moins, c'est un peu moins vendeur, un peu moins bankable que le tennis et que Roland-Garros. Ça se tient à l'Académie Patrick Mouratoglou, c'est l'ex-entraîneur de Serena Williams, c'est pas n'importe qui. Donc premier coup de cœur, et puis deuxième coup de cœur, en fait, il va avec, c'est pour l'organisateur, c'est pour Michael Jeremias. Michael Jeremias, c'est un ancien champion du monde de tennis fauteuil, ancien champion paralympique. Moi je préfère dire olympique de tennis fauteuil que paralympique. Alors Michael Jeremias, c'est pas seulement une grande gueule qui vient parler de la cause du handicap et défendre le quotidien des handicapés. C'est aussi un faiseur. Et c'est à ce titre que je voulais lui donner un coup de cœur. C'est un faiseur. Par exemple, il a profité de cet événement pour organiser un job dating pour aider les travailleurs handicapés à trouver du boulot. J'ai l'expérience en 2005, donc oui, ça fait près de 20 ans, d'avoir organisé les premières journées de recrutement handicapé. À l'époque, c'était pour Vediorbis. Je cite la marque parce qu'elle n'existe plus. Et quand vous avez devant votre siège social plus de 500 personnes qui font la queue sur un trottoir, que les collaborateurs de votre entreprise doivent descendre leur siège de bureau parce que les gens font la queue pendant des heures, parce que on leur offre une opportunité de trouver du boulot, ce qui n'existe pas. Quand il y a des gens qui prennent ce type d'initiative, d'essayer de faire se rencontrer des travailleurs handicapés et des entreprises qui recrutent, parce qu'en fait il y a le boulot et il y a les candidats, mais souvent il n'y a pas l'événement qui permet de se rencontrer. Je pensais que ça valait un petit coup de cœur, un double coup de cœur ce matin. Vous avez raison, et il faut signaler encore que la question du handicap, elle n'est pas suffisamment prise au sérieux, même par le gouvernement. Alors elle est prise au sérieux par personne, Valérie. J'en parle régulièrement. Ça fait belle lurette que je dis que les Jeux Olympiques, c'est un rendez-vous olympique et paralympique, ça sera un rendez-vous manqué pour Paris, parce qu'on n'aura rien fait, sur le handicap. On aura fait quelques effets d'annonce, on aura fait quelques effets sur le dernier kilomètre, mais en réalité, on n'aura rien fait. On se moque de la question du handicap en France. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, je dis pas que c'est tous les Français, mais la politique globale, on ne fait rien. Non, on ne fait rien. Honnêtement, je sur le handicap. Les propos, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je préside à titre personnel un ESAT. Vous savez ce que c'est qu'un ESAT? Bien sûr. C'est un établissement pour travailleurs handicapés. On a 140 jeunes, alors qui sont plutôt des adultes après, au bout d'un moment, puisque alors ce sont pas des handicapés moteurs, ce sont des handicapés psychiques.
léger, très léger, qu'on essaye de réinsérer, bien évidemment. Et je peux vous dire que si vous dites ça au personnel encadrant, il va vous assassiner. Parce que ce sont des gens extrêmement dévoués, ce sont des gens extrêmement... Mais c'est pas du tout ce que dit Frédéric. Mais là, je peux vous dire que quotidiennement, il se fait quelque chose. Il se fait quelque chose pour intégrer ces personnels handicapés. Nous, on a une restauration qui est ouverte au public. On a à peu près 100 couverts le matin, 100 couverts le midi, 100 couverts le soir. Ça se passe très bien. On fait aussi de la restauration extérieure, donc on intervient dans des grandes entreprises, EDF, etc. Et je peux vous dire qu'on ne fait pas rien. On ne fait pas rien pour le handicap. Et on réintègre ces personnes, on en réintègre 140 par an. C'est pas négligeable. Non, mais 140, vous rigolez. Enfin, c'est bien, mais c'est... Oui, mais on n'est pas le seul les autres. Oui, mais bien Valérie, sûr. Non, je suis d'accord. Voilà. Mais quand on parle de stationnement... Donc il ne se fait pas rien. Non, mais vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Oui, il a pas dit ça. Donc je vais rectifier. J'ai d'abord salué une initiative et j'ai salué tous les gens qui travaillent et qui tous les jours au quotidien font progresser cette question-là. Ça ne fait pas pour autant qu'en politique, en France, on est une politique globale qui s'intéresse généralement à ce sujet. Et on l'explique on nous a donné les moyens financiers de fonctionner. Mais on nous a donné les moyens financiers, ce qui n'était pas du tout acquis. Mais qu'on vous donne des moyens financiers, c'est très bien. Qu'il y ait des gens engagés, c'est très bien. Et heureusement, parce que ce ne sont que ces personnes-là qui font avancer les choses. Mais combien il y a de places de stationnement pour les personnes handicapées? Combien il y a de stations de métro accessibles? Combien il y a de trains accessibles? Combien il y a de toilettes accessibles? Combien il y a de gares accessibles? Combien il y a de commerces accessibles? Non, mais on se fout du handicap en France. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de gens qui fassent beaucoup de choses. Mais dès qu'on voyage dans d'autres pays et qu'on voit notamment le niveau d'accessibilité. Je suis pas d'accord avec c'est une réalité. Vous savez, Dominique Farrugia a lancé un appel, vous l'avez vu, pour dénoncer le manque d'accessibilité. Il dit que ça fait des années qu'il alerte et il parle de riz encombrés, d'embouteillage et qu'il n'y a pas de normes qu'il n'y a pas d'accès handicapé. Sur l'accessibilité, on est très en retard. Mais on est en retard sur la discrimination. Vous avez régulièrement des études qui sont faites. On parle toujours de discrimination raciale, sociale et autres. La plus grande discrimination, c'est le handicap. En tout cas, l'insertion sur le travail, ça fonctionne plutôt pas si mal en France. Je suis désolé. Mais je le vis au quotidien. Mais je le vis dans les entreprises aussi. Jean-François Amadieu, qui est l'autorité. Les 10%, ils sont respectés globalement. Alors après, ils sont respectés comment? Mais vous plaisantez? Je vous assure que si. Mais non, ils ne sont pas respectés. Jean-François Amadieu, sociologue, qui est la référence en la matière sur tout ce qui est discrimination au travail, vous explique qu'aujourd'hui, vous mettez léger handicap sur un CV, vous n'êtes pas pris quand il fait ses comparatifs. C'est pas vrai. Enfin, moi, je veux dire, je le vis. C'est pas vrai. Mais je le vis au quotidien. Moi, je veux bien que le sociologue nous donne des leçons, mais il n'est pas dans la vie quotidienne. Je suis désolé. Mais combien il y a de handicapés? On a eu une progression très forte dans les entreprises du nombre d'handicapés. Alors, Régis. Je vais prendre la défense de Jérôme, c'est horrible. Je vais défendre le macronisme. Vous vous rendez compte de ce que vous m'obligez à faire? Mais là, je suis pas macroniste. Non, je crois que c'est insuffisant. Oui. Mais de dire qu'on ne fait rien, on peut pas dire ça. Moi, j'ai vu les choses évoluer. J'ai vu les choses évoluer. Attendez. J'ai vu les choses évoluer depuis 30 ou 40 ans. J'ai fait beaucoup de droit de l'urbanisme. Il y avait des contraintes extrêmement importantes dans la construction qui obligeaient les promoteurs, les constructeurs, les logements sociaux à intégrer un certain nombre de choses. Les transports en commun, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, bien sûr, c'est probablement insuffisant par rapport à des pays scandinaves, je suppose. Mais on peut pas dire qu'on s'en désintéresse et qu'il n'y a pas de politique. Ou bien, alors, on considère qu'effectivement, dans aucun domaine, et c'est un peu mon opinion, le pouvoir n'a pas de politique, fait beaucoup de parlotte. Mais le statut des handicapés, depuis 30 ou 40 ans, a beaucoup évolué. Mais enfin, on partait de loin. Mais c'est vrai. Oui, mais absolument. On peut pas dire alors, on va nuancer. Il y a des progrès insuffisants, on va dire ça comme ça. C'est largement insuffisant. On arrive à un consensus, c'est bien. On arrive à un consensus. Je ne pensais pas faire débat sur cette question-là. Non, moi non plus, mais mettez-vous d'accord. Mais allez dans les piscines municipales, allez sur les plages cet été et vous compterez le nombre de handicapés, vous verrez s'il correspond à la réalité du nombre d'handicapés qui est en France. Vous verrez si c'est si facile pour eux de vivre en France. Absolument. Non, mais attendez, la vie n'est pas facile pour les handicapés. Elle n'est pas facile. Il faut tout faire. On va pas. C'est comme vous parliez du sport. Vous parliez du sport qui est un business aussi. Faut pas oublier, c'est un spectacle
etc. Donc, on en parle pas mal. Hein, c'est comme certains sports féminins où on dit mais il faudrait que ce soit la même couverture que... Bon, le problème, c'est que c'est un spectacle. Ça draine énormément d'argent, hein, et que le spectacle du tennis handicapé n'est pas aussi spectaculaire que Roland-Garros. Ce sont des contraintes. Le handicap, ça vous rend la vie difficile. Ça vous rend la vie difficile, donc il faut tout faire pour qu'elle le soit le moins possible. Ouais. Mais faut pas s'imaginer que c'est une réalité. Le tennis fauteuil, c'est super spectaculaire comme spectacle. Hein. Je vous invite à vous y intéresser. Oui, je regarde. Ne vous inquiétez pas, je regarde. C'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau tous les jours, au quotidien, essayer de mieux insérer les handicapés, voilà. Karine nous dit il suffit d'aller dans les gares qui ont été construites récemment pour l'accessibilité. Les ascenseurs tombent en panne tout le temps, mettent des mois à être réparés. Quant aux escalators, ils tombent en panne en même temps. Un handicapé moteur ne peut que rester chez lui. J'en ai fait l'expérience à Orly, chère Karine. À chaque fois que je reviens, je suis particulièrement sensible aussi à la question du handicap et je remarque qu'il y a toujours des ascenseurs en panne, toujours des escalators en panne et des couloirs qui n'en terminent pas. Donc si vous n'avez pas d'assistance, vous êtes coincé. Merci, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et on est ensemble avec Frédéric Fougera, Samuel Lafont qui nous a rejoint, Régis de Castelnau et Jérôme Dubu pour commenter l'actualité. Alors on continue avec coup de cœur, coup de gueule. Samuel Lafont, vous vouliez revenir sur l'agression d'Éric Zemmour à Brest ce week-end. Oui, j'ai un coup de gueule par rapport à cet événement tragique de samedi. Ce qui s'est passé, c'est qu'Éric Zemmour fait un tour de France pour son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot », son nouveau livre. Et samedi dernier, il était à Brest. On savait qu'il y avait des menaces de l'extrême gauche, mais il y a des menaces de l'extrême gauche régulièrement lorsqu'il se déplace. Le fait est que une manifestation est organisée par différentes organisations, dont la CGT qui a participé avec des dossards et les drapeaux affichés. Et cette manifestation s'est rendue devant l'hôtel Océania où Éric Zemmour organisait sa dédicace. Dès 13h, lorsqu'Éric Zemmour s'est rendu à l'hôtel, il y avait déjà des militants d'extrême gauche qui l'ont menacé et qui l'ont insulté. Le préfet n'a rien fait. À 15h, alors que les militants d'extrême gauche, ces miliciens, s'approchent de l'hôtel et qu'il y a une queue de Français qui viennent pour la dédicace, rien n'est fait. C'est-à-dire que les forces de l'ordre qui étaient présentes, n'avaient pas l'ordre d'agir. Et donc, ce qui devait se passer, ces miliciens d'extrême gauche agressifs, entre 15h et 15h30, ont attaqué la file de la dédicace. Et on a les images. Plusieurs vidéos ont circulé de ces militants qui attaquent des adolescents, des grands-mères, des grands-pères. Donc ça, en fait, dans cette affaire-là, il y a un triple scandale. Le premier scandale, c'est justement que ces miliciens peuvent approcher et peuvent attaquer, et on les voit taper même un jeune au sol, ils sont une dizaine sur lui. Au sol, il a été blessé, il a le crâne ouvert. Le deuxième scandale, c'est que, alors que le préfet était prévenu, alors que lorsque Éric Zemmour organisait ses dédicaces, on est toujours en contact avec la préfecture, il savait très bien qu'il y avait des menaces, le préfet n'a pas donné l'ordre aux forces de l'ordre d'intervenir. Elles sont intervenues plusieurs minutes après le début de l'attaque. Et l'attaque, ça va très vite. Ils ont attaqué, quand les miliciens extrême gauche ont attaqué, ils ont envoyé des fumigènes même à l'intérieur de l'hôtel, on a eu plusieurs blessés. Bref, c'était extrêmement grave. Le troisième scandale, c'est le traitement médiatique par la plupart des médias de cette affaire. Pourquoi ? Parce que les mots ont un sens. Ce qui s'est passé, c'est une attaque. Et les mots qui sont sortis dans la presse, c'est heurte, affrontement, comme si des soutiens d'Éric Zemmour avaient attaqué l'extrême gauche. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Vous avez également eu dédicace mouvementée. Non, les faits sont là. Les faits sont là. Il y a une attaque de militants d'extrême gauche. Si on regarde, évidemment, il y a l'implication des organisations concernées, mais il y a également l'implication individuelle. Si on regarde très concrètement ce qu'ont commis les attaquants, ce sont des violences aggravées. Aggravées pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs circonstances aggravantes. Ce sont des violences en réunion, ils étaient plusieurs. Ce sont pour plusieurs d'entre eux des violences avec armes, ils étaient armés de parapluies, de différents outils. Et pour plusieurs d'entre eux également, ils étaient dissimulés, le visage dissimulé. Donc on a affaire à un triple scandale. On espère, il y a une plainte qui va être déposée. On espère évidemment que les organisations vont s'exprimer sur le sujet. La CGT, LFI, parce qu'il y a probablement des militants de la France Insoumise dans le lot. Pour l'instant, on n'a pas de réaction de Jean-Luc Mélenchon, pas de réaction de Sophie Binet de la CGT, pas de réaction d'Olivier Faure du PS, qui est parti de la NUPES, pas de Sandrine Rousseau non plus. On attend des réactions. On attend évidemment que la justice fasse son travail. Et en plus de ça, donc, au niveau des organisations, il faut qu'à titre individuel, ces personnes
poursuivi et condamné. Alors il y a eu 2 interpellations depuis ce week-end. Mais je vois sur France Info, on dit des tensions ont éclaté avec des opposants à l'extrême droite. Ça ne veut rien dire. Donc vous dites qu'il y a eu une attaque. Vous savez, c'est insupportable aujourd'hui de voir bien trop souvent dans la presse, quand vous avez des gens qui se font agresser, expliquer qu'il y a un échange de mauvais regards, qu'il y a eu une bagarre. Non, mais là, il n'y avait pas de service d'ordre, c'est la question que posent très les simplement, auditeurs. Il était à l'entrée de l'hôtel et il a empêché au dernier moment que, quand il y a des femmes, notamment parce que les personnes qui étaient dehors, c'était beaucoup de femmes et de personnes âgées, il a empêché que les militants extrême gauche arrivent. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours un service d'ordre à l'intérieur, mais il n'est pas là. Il n'est pas là pour se battre. Et ce sont les forces de l'ordre, évidemment. Ce sont les forces de l'ordre qui doivent intervenir. Et elles sont intervenues trop tard. Et ce n'est pas de la faute des forces de l'ordre. C'est de la faute du préfet qui n'a pas donné l'ordre. Oui. Régis, une réaction? Alors, si vous voulez, je ne vais pas aux signatures des livres d'Éric Zemmour. Je ne les lis pas, ces livres. Il est un personnage politique très éloigné de ce que je peux penser, mais je veux dire, il a le droit d'écrire des livres, il a le droit d'aller faire des signatures, et il appartient à l'État de protéger sa liberté, et de ceux qui veulent venir. Moi, ce que j'ai vu, c'est effectivement une attaque. Une attaque. Et rappelez-vous, lorsqu'il avait fait son meeting, qu'il y a quelques individus, ses partisans, qui ont tapé des femmes qui étaient venues protester, etc. Ils sont immédiatement été mis en garde à vue, ils ont été condamnés. Là, la justice est extrêmement prudente. Mais en ce qui concerne l'aspect médiatique aussi, j'entends Monsieur Bruce Toussaint qui vient dire est-ce que c'est pas vous le problème puisque c'est systématique? Mais attendez, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement le droit de s'exprimer, tout comme Éric Zemmour. La façon dont c'est traité, de la façon dont ça a été traité par le préfet, moi je suis obligé de constater qu'il y a un problème. Il y a un problème de liberté publique. L'État est là pour faire respecter l'exercice de ses libertés, et là, il l'a pas fait. Ouais. Alors, un auditeur dit la même chose. Vous savez que ça va provoquer ça. C'est un peu ce que disait Bruce Toussaint, qui a condamné. Alors, vous avez coupé cette phrase. Enfin, ça a été coupé dans le montage. Ah non, mais quand on a la phrase entière, on dit vraiment la même chose. On comprend la même chose. Mais Bruce Toussaint va poser la même question, et cet auditeur pose la même question, en disant, puisque vous savez que ça va provoquer ça, pourquoi vous y allez? Et je trouve que, pardon Stéphane, c'est un auditeur final, mais c'est dramatique. C'est la même chose pour la pièce de Charb, qui est jouée régulièrement, pour laquelle qui n'est pas franchement du même côté qu'Éric Zemmour, où à chaque fois il y a des manifestations pour empêcher cette pièce de se tenir. Sylviane Agacinski, qui pareil a été interdite de parler, donc c'est pas la question d'Éric Zemmour. Et des auditeurs disent oui, ça aurait été les filles, vous auriez pas dit. C'était pareil, j'en ai parlé lundi, que ce soit Éric Zemmour ou ça n'arrive pas dans le sens. Et ça n'arrive pas dans le sens. La réalité, c'est que ça n'arrive pas. Il y a des agressions aussi. Ça n'arrive pas dans le sens. Et la réalité, c'est que alors, je réponds à cet auditeur, mais à tous les Français qui peuvent se poser la question. Si on commence à justifier des violences comme ça, on justifie tout. On justifie tout. Pour l'instant, ces militants extrême gauche justifient des violences, mais demain, ils justifieront des meurtres. La réalité, pour revenir à ce qu'a dit Bruce Toussaint, c'est un scandale. Ce week-end, on a passé un cap. On a passé un cap en termes de violence, mais on a passé un cap en termes de n'importe quoi médiatique. Il faut arrêter. Moi, j'ai eu une expérience personnelle où j'étais agressé, poignardé. Par exemple, je vous donne un exemple. La préfecture à l'époque et les médias ont dit qu'il y avait une bagarre. Non. En fait, il y a des gens qui sont arrivés avec un couteau pour nous agresser. C'est pas la même chose. Et il faut que ça cesse. Il faut arrêter. Vraiment, il faut que les médias se rendre compte de leur responsabilité dans la description des faits, parce que ensuite il ne faut pas se dire, il faut pas se questionner sur le fait que les Français perdent confiance dans les médias quand ils voient ça. C'est un scandale. Et d'ailleurs, beaucoup se sont amusés du tragique événement de Bordeaux avec la grand-mère et la petite fille qui ont été agressées. Non, mais en se moquant des médias, en disant que les médias l'expliquaient que c'était des tensions, que c'était une bagarre, etc. Parce qu'en fait, on en est là. Il faut vraiment. Non, c'est pas anecdotique du tout. Ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas anecdotique du tout. Ce n'est pas anecdotique. Je termine. Ce n'est pas anecdotique du tout. Non, malheureusement, ça ne devrait pas se passer. C'est l'anecdote. C'est l'agression de Bordeaux. Non, c'est pas l'agression de Bordeaux, c'est la réaction. Le comportement des médias est scandaleux dans ces affaires. On y revient parce qu'on doit marquer une pause. Je vous donne la parole, Jérôme Dubu, au retour. À tout de suite.
Sud Radio. Bonjour, c'est Benjamin Glaise. 800 000, merci à nos 800 000 abonnés désormais sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sucor, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, on continue un petit moment, vous vouliez répondre, Jérôme? Non, c'est rapidement, moi je veux dire que... Sur l'agression d'Éric Zemmour. Je comprends l'indignation des partisans d'Éric Zemmour. De là à en faire un scandale médiatique, il faudrait que ça occupe matin, midi et soir l'information, il ne faut pas exagérer. Bon, chacun a droit, et chaque homme politique a droit à s'exprimer correctement et dans des conditions de préservation de leur intégrité physique, bien évidemment. Ça, c'est la base de la démocratie. Et moi, j'y suis particulièrement attaché, y compris pour Éric Zemmour, dont je ne partage pas, bien évidemment, les idées. Mais ce serait Jean-Luc Mélenchon, ce serait exactement la même chose. Donc, s'il y a une défaillance, eh bien, il faut qu'elle soit sanctionnée. Vous avez porté plainte. La justice va enquêter. Elle rendra son jugement. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Alors, mais arrêtons de mettre ça au pinacle de l'information. Enfin, c'est quand même pas c'est quand même pas l'information du jour. Faut quand même se calmer avec ça. Vous avez vos coups de cœur et vos coups de gueule, donc chacun parle de ce qui le préoccupe ou ce qui l'intéresse sur le moment. La déformation de l'information par les médias de masse est importante. Médias de masse. On est un média de masse et on désinforme pas. Sauf que c'était la plupart des médias et pas Sud Radio en l'occurrence. Voilà, Frédéric. Et Sud Radio est un média de masse. Je voudrais faire un lien avec le traitement des médias. Rappeler que oui, on a le droit de manifester, non, on n'a pas le droit d'agresser qui que ce soit, point. Il n'y a pas de violence qui arrange et de violence qui dérange. Et je pense que la seule chose qui honorerait la classe politique dans son intégralité, c'est une condamnation unanime quand il y a une violence. Ça ne nuirait pas à la communication politique des uns et des autres. Et peut-être que ça jouerait sur le traitement médiatique si la classe politique, elle était cohérente quand il y a une violence et non pas sélective. Et solidaire. Solidaire et cohérente. Qu'il n'y ait pas d'indignation sélective quand ça arrange ou quand ça dérange. Régis, Régis, c'est un coup de gueule. Ça, on reste dans les médias. C'est pas un média mainstream. Qui se rattache au débat qu'on est en train d'avoir. Monsieur Schneiderman, que j'aimais bien dans le temps quand il faisait arrêt sur image, vient de faire un tweet assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a mis en regard la possible dissolution des soulèvements de la Terre. Ce sont ces écologistes, effectivement, qui, dès lors qu'ils sont en désaccord avec ce qui est fait, même si c'est tout à fait légal, vont tout casser, et la décision d'Emmanuel Macron de faire rentrer les gens de l'affiche rouge au Panthéon. C'est-à-dire que Schneiderman fait la comparaison entre les écolos activistes violents et Manouchian. Donc c'est quand même extraordinaire qu'il luttait contre le nazisme, qui a été fusillé pour ça, avec tous, on sait ce qu'il y a eu autour, le poème d'Aragon, l'affiche rouge, etc. Mais on est où là? C'est-à-dire que Monsieur Schneiderman considère, alors parce qu'il dit, on les honorera plus tard, on va les dissoudre au moment où on fait rentrer Manouchian au Panthéon. Donc c'est scandaleux parce qu'ils sont les équivalents de ceux qui luttaient contre le nazisme et qui en sont morts à l'époque. Et donc oui, effectivement, sur le traitement médiatique, c'était un homme de médias, Schneiderman, excellent d'ailleurs. Mais sur le traitement médiatique, je veux dire, où est-ce qu'on va? C'est-à-dire que il y a des violences légitimes. Pour ce monsieur, il y a des violences légitimes. Les violences contre les nazis et contre les occupants étaient plus que légitimes, c'était même un devoir. Et aujourd'hui, on vient vous dire que c'est pareil pour ceux qui violent la loi, qui cassent tout, qui empêchent certains agriculteurs de travailler dans la légalité. Moi, je me pose des problèmes sur le niveau qu'on a atteint. Oui. Non, je reviendrai sur soulèvement de la Terre tout à l'heure, parce que c'est mon coup de cœur. Allez-y, parce que écoutez, très simplement, moi coup de gueule ou coup de cœur? Non, un coup de cœur à Darmanin. D'accord. Pour les avoir dissous. Qu'il annonce en Conseil des ministres ce matin. Bon, soulèvement de la Terre, il faut rappeler qui c'est, parce que les gens perdent un peu effectivement le fil de l'histoire. C'est une histoire assez récente, parce que ce sont des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, à l'origine. Voilà. Donc on sait que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont occupé pendant des années des terres qui ne leur appartenaient pas. Donc il y avait déjà un viol de la propriété. Donc, et ils l'ont fait contre
un certain nombre de gens, de propriétaires précisément, des agriculteurs, etc., auxquels ils ont imposé leurs lois. Donc déjà, ce sont des gens qui sont systématiquement dans l'illégalité. Ils ont prouvé, alors c'est un collectif, c'est pas une association, donc on reviendra sur les conséquences juridiques de la dissolution qui sont pas évidentes. Mais bon, le principe a été pris, et tant mieux. Ils ont évidemment, ils se sont révélés extrêmement violents, c'est ce que Régis a dit tout à l'heure, et surtout, moi je vous invite à lire quand même leur livre, entre guillemets, enfin, si on peut appeler ça un livre, un ouvrage, disons, voilà, qui est leur philosophie de base, qui s'appelle « La Terre, elle ne ment pas ». La Terre, elle ne ment pas, ça fait référence, on croirait du Barès ou du Maurras, la qualité, la qualité littéraire en moins, bien évidemment, parce que c'est pas terrible, c'est assez mal écrit. Et que dit cet ouvrage? Il dit la chose suivante: le capitalisme, en gros, est une horreur. Le capitalisme est une horreur. Les forces productives de cette société, il faut les réorienter. Il faut aller vers une société de la décroissance. Et tout ceci doit se faire, si possible, dans la désobéissance civile, voire dans la violence. Donc on a vu des exemples sur l'affaire des bassines. On a vu des exemples sur l'affaire des maraîchers, dont les cultures, qui étaient des cultures bio et expérimentales, ont été arrachées et saccagées. Et on a vu ce week-end encore des exemples d'agression de forces de police sur l'affaire de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Donc tout ceci est avéré. Ce sont des gens qui sont des anarchistes en réalité, qui veulent détruire la société dans laquelle nous sommes. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. Il n'y a aucune référence à l'écologie. Aucune référence à l'écologie dans leur ouvrage. C'est absolument invraisemblable. Mais et aujourd'hui, ils se montrent comme les parangons de l'environnement et de l'écologie. En réalité, c'est une bande d'anarchistes et le ministre de l'Intérieur a bien fait de procéder à la dissolution ce matin de ce collectif. Oui, mais hier, Jean-Luc Benamia s'expliquait sur cette antenne que ce collectif regroupe tout un tas d'associations, dont la Fondation Daniel Mitterrand, dont tout un tas d'associations. C'est un collectif. Alors, y a des gens donc comment on dissout oui, c'est ça, c'est le problème c'est le problème des conséquences juridiques de la dissolution. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus apparaître en tant que tels dans des manifestations, ça c'est le premier point. Deuxième point, plus de communication, notamment sur les réseaux sociaux, au nom de ce collectif des soulèvements de la Terre. Ça n'empêche pas que les associations qui faisaient partie de ce collectif vont pouvoir continuer à s'exprimer. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement qui relèvent de la naïveté. Si la Fondation Daniel Mitterrand est dans ce collectif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça relève de la naïveté. Il faut leur ouvrir les yeux et leur demander de lire l'ouvrage très rapidement, de lire l'ouvrage des soulèvements de la Terre, parce que c'est très significatif. Et là, ils comprendront à qui ils ont affaire. Oui, Samuel. Que lisons-nous sur leur site des soulèvements de la Terre? Ils écrivent: le mouvement des soulèvements de la Terre ne peut pas être dissous car il est multiple et vivant. On sait très bien qu'ils en jouent et qu'ils espèrent que la seule réponse qu'il y aura politique et pénale vis-à-vis d'eux, ce serait une dissolution politique, une dissolution. Mais le problème, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a les organisations et les individus. Et on voit très bien que ces individus qui participent à une organisation qui est quasiment sectaire, qu'on se le dise, on le disait à l'instant, il n'y a pas d'écologie en fait. C'est pas une question d'écologie. En fait, le mot est un peu fort. Mais je ne suis pas certain que ça soit fort. Pourquoi? Parce que en fait, ils vous disent quoi? Ils vous disent, disons religieuse si vous voulez. Ils vous disent: la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'elle ne fonctionne pas. Nous ne voulons pas participer au jeu démocratique tel qu'il est prévu en tout cas par les institutions qui nous permettent de vivre en paix en France. Donc, nous choisissons de commettre des actions illégale. Quelle doit être la réponse de l'État? Si on considère que le jeu démocratique, entre guillemets le jeu démocratique, le système démocratique doit perdurer, être amélioré, plus de liberté d'expression, ce qu'on veut, eh bien on doit considérer que ces actions violentes doivent être bannies. Parce que autrement, elles vont se rendre de plus en plus, elles vont être de plus en plus régulières, elles vont être normalisées. Et là, on a vu qu'il y a une attaque sur des serres. Il y a la question de Lyon-Turin, mais ça va se multiplier. Donc à un moment, il y a la question de la dissolution, mais il y a la question de la réponse pénale, de la poursuite des personnes qui sont militants dans ces organismes. Il y a eu 14 interpellations à la suite du week-end et des manifestations sur le Lyon-Turin. 14 interpellations qui vont être suivies par la justice. C'est pas rien, 14 interpellations. Oui, Frédéric.
Moi, je vois plus derrière la bataille juridique, il y a en réalité une bataille de communication, et c'est sur la communication où ils sont très forts, et peut-être que c'est là aussi sur lesquels il faut les attaquer. Régis a commencé à parler d'écologistes, puis après il s'est repris, il a parlé d'activistes, écologistes. Ce ne sont certainement pas des écologistes. L'efficacité écologique ne les intéresse pas. Et donc peut-être que ce qui les intéresse, c'est de prendre le pouvoir, un pouvoir qu'ils ne peuvent pas avoir par les urnes, pour nous imposer une société que manifestement les Français, dont les Français ne veulent pas. Mais donc ils veulent imposer leur modèle de vie, de société. Ils opèrent un changement culturel, notamment en nous habituant aux questions de violence, en nous habituant et en nous faisant poser la question de certaines violences ne seraient-elles pas légitimes. Et donc petit à petit, c'est un changement culturel. Puis, déjà, le seul fait de se poser la question fait qu'on n'écarte pas le fait qu'une violence est inacceptable, intolérable dans nos sociétés. Donc je vois plus je vois une vraie bataille de communication par rapport à une bataille juridique. La dissolution, c'est certainement un signal, donc c'est nécessaire. C'est aussi une réponse, parce que je pense que quand on est au gouvernement, on ne doit pas avoir beaucoup de solutions face à ce genre de situation, mais c'est aussi un signal qu'il aurait envoyé. Maintenant, je me permets un étonnement vraiment franc, c'est quand je vois certains élus qui affichent officiellement leur soutien, alors soit des députés, donc des gens qui font la loi, qui sont à leur côté sur des manifestations illégales pour commettre des actes illégaux. Non, mais quel est le rôle d'un député en France si c'est ça? Je vois d'autres élus, je pense à la maire d'une grande ville en France qui affiche son soutien et qui le met en tweet épinglé sur son compte Twitter. Mais quelle société ces gens nous proposent en tant qu'élus? Moi, je suis très inquiet. Mais alors peut-être Régis sur le sujet. Je rappelle que la manifestation était interdite. Toujours Stéphane me dit oui, mais les policiers qui ont balancé des grenades à odeur de visage. Je dis pas que parce qu'il y a une manifestation interdite, on peut tout faire, mais c'était une manifestation interdite. Donc la légitimité des forces de l'ordre était sans contestation possible. Régis? Non mais au-delà de la légitimité de la cause, on dit il faut changer la société. Ben oui, il faut, je veux dire, prendre des mesures face à la catastrophe écologique qui se profile pour la planète, face au réchauffement climatique. Ok, d'accord, ça fait partie du débat, mais en dernière instance, c'est le cadre juridique dans lequel. Pardon ? Ça ne fait pas partie de leur débat, eux. Non. Si, sur le fond. Sur le fond, c'est pour ça que je disais écologiste, parce que tout le monde est écologiste. Il y en a partout, mais là, il s'agit d'écologistes activistes, et les terrains sur lesquels ils viennent, le Lyon-Turin, l'histoire des serres, c'était un combat écologiste. Mais en dernière instance, c'est le cadre juridique dans lequel on s'inscrit qui compte. C'est celui-là. Donc, oui, ils vont être dissous s'ils reviennent. Reconstitution de ligue dissoute, c'est une infraction pénale. Pas oublier qu'on dissout les organisations factieuses comme ça sur la base d'un décret de 36 qui avait été pris par le pouvoir du Front populaire contre les groupuscules fascisants. Toujours est-il que oui, mais c'est à la justice de faire ce travail. Et moi, dans mon expérience et dans ma pratique, elle n'est guère active. Il y avait même, vous savez, rappelez-vous les faucheurs de GM, qui disaient, et donc quand ils arrivaient devant les tribunaux, ils étaient relaxés parce qu'on disait ah oui, mais sinon que va devenir la planète? Alors les cours d'appel finissaient par condamner, mais il y a un déficit. Et sur les activistes écologistes, n'oublions pas Extinction Rébellion. C'est des gens qui viennent encore là, fort heureusement un magnifique tableau de Monet, heureusement qu'il y avait une vitre devant. Maintenant il faut transformer tout ça en bunker. Avant on les volait, maintenant on essaye de les détruire. On essaye tout simplement de les détruire parce que la cause est juste. Et c'est là où je reviens à mon coup de gueule. Considérer que ces activistes-là sont les héros d'hier dans le combat contre les nazis démontre bien la faillite d'une partie de l'intelligentsia. Et la complaisance, pas seulement des élus, pas seulement des députés. Oui, mais il y a quand même eu une évolution parce que des activistes écologistes, on en a connu. On a connu l'occupation du Larzac. Enfin, moi, je l'ai connu. Peut-être pas vous. Si, Régis, peut-être, tu dois avoir le même âge que moi, à peu près. Mais bon, tu as connu ça. Bon, c'était relativement pacifique. Alors, on faisait charger l'armée à la fin de la manifestation ou de l'occupation, mais ça restait pacifique. De même que l'écologiste activiste type
qui était José Bové, quand il faisait une action, il démontait le McDo, il le cassait pas. C'est la nuance est très forte. Ouais. Et donc, Donc, on est passé à une évolution quand même de gens qui sont des anarchistes. Ils veulent renverser la société, l'écologie est un prétexte. Qui se servent de l'écologie pour essayer de défendre, parce que l'écologie, évidemment, c'est bien vu et c'est à la mode. Et en réalité, ce sont des gens extrêmement dangereux pour la société. Allez, on va continuer dans un instant à débattre et à commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, mettez-vous d'accord. Jérôme Dubu, et on va revenir sur ce qui s'est passé à Bordeaux avec l'agression d'une violence inouïe d'une grand-mère et de sa petite fille. Les images ont circulé sur les réseaux. Heureusement, elles ont été floutées et le suspect a été arrêté. C'est un homme qui visiblement ne jouait pas de toutes ses facultés, qui était défavorablement connu des services de police, et pour cause. Il avait déjà eu plusieurs condamnations. Il était sous tutelle, condamné 15 fois pour des délits routiers, d'autres liés aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue, il a nié les faits, et il est donc pathologie psychotique schizophrène, et donc il a été hospitalisé. Mais que faisait-il dans la rue? C'est la question qu'on peut se poser. Régis, vous avez commencé à prendre la parole? Oui, j'ai commencé à prendre la parole. Oui, malheureusement, il y a des fous qui circulent. Alors, les spécialistes vont vous dire que malheureusement, le traitement de l'aliénation mentale en France est comme pour les handicapés tout à l'heure qui étaient pointés du doigt, est absolument pas à la hauteur, et certains psychiatres parlent même de déshérence, ce qui fait que on a des dingos. Moi, j'ai vu la vidéo tout de suite. On le voit que le gars est totalement, enfin, je veux dire que c'est un aliéné mental. Alors, je fais un diagnostic comme ça. Non, le problème, c'est que dans le climat actuel sur les questions de sécurité, ça suscite évidemment une émotion. Et ça contrarie beaucoup Libération. Libé nous fait un article qui commence: un vol à l'arraché comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France. Mais celui-ci a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et des raccourcis de la fachosphère. C'est-à-dire que Libé est fâché. Comment ça? Il y a des agressions tous les jours et on s'y habitue pas, mais qu'est-ce que ça signifie? Il est scandalisé, non pas par ce qui vient de se produire, mais par le fait que, alors qu'il s'en produit tous les jours, la fachosphère s'en empare, sans blague. On fait de la politique, ça marche dans tous les sens. Et ça me ramène à ce pauvre Schneiderman. C'est quand même extraordinaire cette phrase, un vol à l'arraché. Le gars a vu la vidéo. Un vol à l'arraché comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France. Mais enfin les pauvres. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais enfin les pauvres, vous allez quand même vous habituer. Enfin voyons, qu'est-ce que ça signifie? Non, ces gens-là sont dingos. Ouais. Mais complètement. Et d'ailleurs, si alors on va pas faire le procès mais ces gens-là, si on peut, mais on est sur le fond. Ces gens-là ont expliqué qu'il y aurait que, entre guillemets, la fachosphère qui parlait du sujet. La réalité, c'est que le soir où la vidéo est sortie, en quelques heures, elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde. Elle a été reprise partout, rapidement, en Espagne, en Italie, aux États-Unis par des influenceurs. Elle est partout. Ça a choqué le monde entier. Le fait est que c'est en France qu'on s'est trop habitué à ce genre d'agression. Et les Français, ils le disent, on le voit dans tous les sondages, veulent que la sécurité soit rétablie sur notre sol. Le fait est que comme c'était une agression filmée, comme c'est une grand-mère et sa petite fille, ça a très logiquement choqué. Et il est inacceptable qu'il y ait encore des gens, pour relativiser ce genre d'agression, on a l'impression qu'ils sont tout à fait égoïstes. Et, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils commencent à se poser des questions, que ça leur arrive à eux? Et le problème, c'est que ça se multiplie de plus en plus. Je voyais le témoignage d'une femme qui était à côté et qui a expliqué que ça s'est passé à une heure décente. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que ça s'est passé pendant la journée. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut dire ça aujourd'hui? Parce que pendant un moment, on a considéré que c'était normal de se faire agresser la nuit. Et maintenant, à force qu'on s'habitue, à chaque fois qu'on s'habitue,
eh bien la délinquance grignote. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'agressions, des agressions de plus en plus graves. On sait que les agressions aggravées, les violences aggravées se multiplient. Et en plus, eh bien, ça a lieu non seulement le soir, mais également en pleine journée. Si on ne met pas un stop rapidement à ça, très simplement avec une politique pénale ferme qui fait en sorte que les délinquants et criminels aient une crainte vis-à-vis de la justice, si on ne fait pas ça, eh bien, logiquement, c'est simplement logique, ça va continuer et ça va s'aggraver pour tous les Français, parce qu'il n'y a pas de Français à l'abri. Ouais. Là, on sort un tout petit peu du sujet, il est parallèle, mais on en sort un peu, puisque là, on a affaire à une personne qui est atteinte de troubles psychiatriques. Donc c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là entre autorité, fermeté et humanité et santé de l'autre côté. On est dans des sociétés qui avons du mal à gérer ce type de profil. Et on parle de vol à l'arraché. En fait, justement, face à un déséquilibré, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter à lui trouver des motifs ou des intentions. En fait, on ne sait pas trop. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, tout le monde s'est emballé à commenter l'agression du petit Kenzo lors du match OM Ajaccio. Quelques jours après, on a quand même découvert que l'histoire n'était pas exactement celle qui avait été présentée et celle que l'émotion populaire avait aimé commenter parce que ça lui donnait du spectacle et ça participait au bruit médiatique. Donc faut faire attention effectivement à la diffusion, mais là et aux commentaires rapides. Et aux commentaires rapides, effectivement. Moi, pardon, et ça ne dit pas qu'il n'y a pas un problème il y a pas un problème de sécurité. Ça ne dit pas ça. Non, tout à fait. Mais il faut faire attention. Il faut relativiser parce que moi j'ai en souvenir une étude qui avait été proposée par CNews puisque je l'ai commenté sur leur chaîne qui disait que la France était le pays le plus insécuritaire derrière le Pakistan. Non mais attendez, et puis finalement 3 jours plus tard, on s'est aperçu que cette étude était complètement bidon et qu'elle ne reposait sur rien. Donc si vous voulez, il faut faire attention quand même à l'exploitation. C'est étonnant qu'il ait fallu 3 jours pour réaliser ça. C'est complètement dingue. Voilà. Non mais là il y a une histoire. Si l'exemple maintenant c'est le Pakistan, pardon, mais c'est pas l'exemple pour les Français. Non mais justement c'est tellement ridicule que ça devrait être commenté. Là c'est factuel. Alors là il y a des agressions effectivement. Il y a une vidéo très choquante. Je ne suis pas Libération, je ne relative pas les choses. Il y a effectivement une augmentation des agressions physiques en France, c'est assez clair. Donc il va falloir y mettre fin très rapidement. Alors il y a la réponse pénale et moi je crois aussi à l'exemplarité de la peine. Et la peine n'est pas suffisante dans ce genre de choses. D'ailleurs cette personne elle est malade visiblement. Moi je n'ai pas le diagnostic médical, mais visiblement elle est malade et elle est à sa 16e agression. Sa 16e agression. 15e, donc si vous voulez là il y a un traitement. Alors il est mis dans un hôpital d'office, on le fait pas assez d'ailleurs pour un certain nombre de gens à mon avis, pas les gens de Libé, Régis, je te rassure, mais un certain nombre de gens qui sont effectivement dans la nature. Ce qui s'est passé à Annecy, c'était à peu près la même chose, un type déséquilibré aussi. Bon, donc tous ces déséquilibrés qui agressent les gens, c'est pas possible. Donc il y a un traitement médical, vous avez raison de le dire, et puis il y a un traitement pénal aussi. Voilà. Ouais. Absolument. Et je vais laisser Régis répondre ou commenter mon interrogation, mon propos. Mais oui, il y a une réponse pénale. Mais moi, je trouve qu'il y a un débat qu'on n'a pas dans ce pays et qui est celui de la responsabilité des magistrats. Quand un policier a la gâchette trop facile, il est personnellement responsable. Quand un magistrat libère ou laisse un délinquant en promenade, il n'est pas personnellement responsable, sauf si Régis me dit le contraire. C'est l'État français qui est responsable. C'est pas le magistrat en personne. Et je pense qu'il y a un moment, peut-être que la responsabilité personnelle des magistrats, elle devrait pouvoir être engagée. Alors peut-être que c'est très délicat, c'est un sujet très sensible, mais en fait, ces gens me semblent n'avoir aucune responsabilité et c'est un problème dans l'application de la loi. Non, mais je vais être désagréable. Allez-y, Régis, soyez désagréable. Je vais être désagréable. Anecdote personnelle. J'en ai plusieurs, mais la toute dernière en date, c'est des amis. Cambriolage dans une petite ville de province. Tout est volé, tout est cassé. Bon. Dépôt de plainte. Le lendemain, les cambrioleurs reviennent. Bon. De nouveau, et la police est avisée par un voisin. Elle vient, elle attrape les gens, les 2 cambrioleurs, et elle les met en garde à vue. Parfait. Les propriétaires de la maison qui étaient en travaux, ce qui a permis de rentrer, vont au commissariat et ils sont en présence des 2 cambrioleurs. Coup de téléphone de monsieur le procureur qui dit il n'y a pas eu d'agression physique, donc classement sans suite, libérez-les. Ça m'est arrivé. D'accord ? Ça m'est arrivé. C'est moi qui ai accompagné les propriétaires au commissariat.
Donc c'est extraordinaire. Hein. Des anecdotes comme ça, j'en ai par paquet de 10. Alors, je n'accuse pas les magistrats de laxisme ou de choses comme ça, mais ils gèrent la pénurie, ils gèrent l'absence de moyens. Donc là, on laisse partir. Donc on dépénalise toute une partie des infractions. Et pour françaises. les fous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les mettre. Vous arrêtez un dément dans la rue, il n'y a pas d'endroit pour le mettre. Il est clair qu'il y a une absence de moyens en France pour la justice. Mais la justice est rendue au nom des Français. Donc il y a deux possibilités. Soit les magistrats sont responsabilisés, soit je pense l'autre solution, qui est à mon avis meilleure, c'est que dire aux magistrats très clairement, vous rendez la justice au nom des Français. Donc soit vous êtes totalement libre, vous avez le code pénal qui dit vous pouvez donner telle ou telle peine, soit vous êtes totalement libre, soit on va accentuer les peines planchées, ce genre de peines qui obligent les magistrats à prononcer des peines suffisantes. Mais les peines planchées, c'est fini, c'est un débat passionnant. Moi, je veux bien qu'on en parle, mais ça n'a jamais marché. Jérôme, c'est fini. Et nous, on se retrouve dans un instant. On va parler rosé. Oui, grande enquête sur le rosé dans la revue des vins de France. Vous pouvez rester. Vous allez voir que les rosés les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. À tout de suite. Ça, je confirme.